Retour sur le plateau de Polytech TV, Polytech Horizon 2013 pour un nouveau grand débat concernant le biogaz. Quel modèle de développement pour la filière biogaz en France? Vaste question, j'ai à mes côtés pour en parler Lionel Lemot, le président de Biogaz Valais. Face à lui, il y a Antoine Jacob, président du club biogaz de l'AT2E, l'association technique énergie environnement. Et puis Nicolas Juillet, qui est vice-président du conseil général de l'Aube et qui est aussi vice-président du CEDA, un syndicat donc, et qui nous parlera de l'expérience qu'il mène en matière de méthanisation et de production de biogaz. Alors, pour poser le débat d'abord, on va essayer de rappeler, alors peut-être que Lionel Lemot peut le faire, de rappeler ce qu'est le biogaz. On va dire, tout le monde sait bien que c'est un procédé qui permet, ou du moins c'est un gaz qui est extrait de la méthanisation, notamment. Mais j'aimerais qu'on replace un peu les choses dans leur contexte pour savoir ce qu'est vraiment le biogaz et ce qu'on en fait. Prenez un micro, Lionel Lemot, il est ouvert. Oui, il est ouvert. Voilà. Bonjour à tous, merci de votre attention. Aujourd'hui, en fait, la méthanisation territoriale telle qu'on va en parler, c'est un procédé qui consiste à recycler, à retraiter des déchets organiques, qu'ils soient issus du monde agricole ou du monde agroalimentaire, pour en extraire ce méthane dont vous parlez, qui peut avoir plusieurs vocations. On peut soit faire de la cogénération, électricité, chaleur, soit produire du gaz qu'on va injecter directement dans le réseau, voire même faire du biométhane, donc du biogaz carburant. Ce qui est très important, je pense, au-delà de la technique, c'est de bien comprendre que c'est un procédé qui s'inscrit dans une logique territoriale, puisque en produits, on va dire, secondaires, nous avons également les substrats qui ont des capacités d'amendement, des capacités proches de l'engrais et qui vont être utiles dans une phase de retour au sol. Donc on a un procédé extrêmement vertueux qui s'inscrit dans le développement des territoires et qui est une énergie de facto assez intéressante pour les territoires. Alors le biogaz la filière biogaz a mis pas mal de temps à émerger en France. Beaucoup de projets ont été menés. On fera une comparaison avec nos voisins allemands qui sont très tôt entrés dans cette filière. Antoine Jacob, un mot peut-être justement des aspects déploiement de la filière. La situation qu'on vit aujourd'hui en France où on a un certain décollage, entre guillemets, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qui, selon vous, a présidé à cette lenteur de mise en œuvre en France avec beaucoup d'hésitation, une valse hésitation pendant une petite dizaine d'années? Alors, la méthanisation, ça touche effectivement de la méthanisation territoriale qui concerne les effluents d'élevage, les sous-produits de l'industrie agroalimentaire et des collectivités territoriales. Mais depuis longtemps, on parle de méthanisation en France. Il y a un certain nombre de centres d'enfouissement technique, donc de décharge, entre guillemets, qui sont obligés de collecter le gaz qui est émis par ces centres d'enfouissement technique et qui le valorisent. Donc ça, il y a déjà 200 MW électriques d'installer en France, ou même un peu plus sur ces sites-là. Il y a pas mal de sites industriels qui récupèrent, qui valorisent leurs sous-produits et donc déjà qui produisent du biogaz. Il y en a déjà 80 en France qui fonctionnent, mais depuis longtemps, c'est pas nouveau. Les stations d'épuration urbaines produisent des boues qui, pour leur traitement, peuvent être méthanisées. Donc, on ne peut pas dire que ce soit non plus une filière nouvelle. Ce qui ancre vraiment le développement de la filière, c'est la prise en compte du fait qu'en France, nous avons affaire à une matière organique d'origine agricole qui est extrêmement importante et donc qui crée la ressource française d'un nouveau déploiement de la méthanisation, donc de nature territoriale. Voilà. Je n'ai pas parlé non plus d'ailleurs des déchets organiques ménagers. En France, on a eu un constructeur historique qui s'appelait Valorga, qui a construit notamment une unité sur Amiens depuis 20 ans, qui traite les matières organiques de l'agglomération d'Amiens et depuis Varennes-Jarcy et d'autres. Donc les déchets organiques sont aussi des déchets issus du traitement des déchets ménagers. Voilà. Avec tout le problème que ça pose de tri en amont, etc. C'est une filière qui n'est pas forcément simple, mais qui est pérenne et qui est assez technologique. Donc ce déploiement nouveau de la méthanisation, c'est la prise en compte de cette ressource agricole, notamment, et l'émergence de tarifs d'achat de l'énergie sur les réseaux, que ce soit les réseaux d'électricité ou les réseaux de gaz, qui permettent de développer des projets sur la base d'une économie
possible à travers ces tarifs. Voilà, effectivement, vous avez raison de replacer les choses dans leur contexte. C'est la méthanisation territoriale dont on parle, et effectivement le fait qu'elle puisse prendre une part importante dans le mix énergétique français, mais bien sûr le procédé en lui-même existe depuis longtemps. Donc effectivement, on parle bien de projets territoriaux qui peuvent coupler des effluents d'élevage, des sous-produits de l'agroalimentaire, voire des déchets ménagers. En fait, l'idée c'est bien de dire en circuit court, on arrive à produire une énergie qui peut, par la multiplication des projets, prendre une part importante dans le mix énergétique. Nicolas Juillet, vous êtes le vice-président du Conseil général de l'Aube. Parlez-moi un petit peu d'abord de votre syndicat, de votre département et de ce que vous y faites en matière de production de biogaz. Alors, bonjour à tous. Au niveau du département de l'Aube, on a souhaité s'engager dans la Biogaz Vallée, en particulier avec Lionel Lemot, parce qu'il nous semble que c'est un potentiel de développement économique et technique local. Alors effectivement, il y a deux aspects qui ont été évoqués. Il y a la méthanisation, je dirais, de produits d'origine agricole ou agroalimentaire. Et puis après, il y a la méthanisation sur les déchets qui pose d'autres éléments et d'autres questions, et en particulier la valorisation derrière du digesta. Parce que le souci, c'est que sur la méthanisation d'ordures ménagères, le digesta, il faut l'incinérer, il faut le mettre en centre d'enfouissement technique, donc ce n'est pas une phase finale qui peut être travaillée. Contrairement à la méthanisation territoriale, agricole et agroalimentaire, où là, l'ensemble des produits et du digesta donc issus de cette méthanisation peut être utilisé comme amendement agricole en substitution d'engrais chimiques. Donc ça, c'est un point quand même qui est relativement important et qui mérite d'être éclairci pour l'ensemble des partenaires et des gens qui suivent ce dossier. Alors pourquoi le Conseil général de l'Aube s'est engagé dans cette filière et dans ce schéma? C'est parce qu'on croit au développement d'un mix énergétique, et d'ailleurs tous les textes aujourd'hui, tout ce qui a été issu du Grenelle de l'environnement permet de pouvoir diversifier l'énergie en France. Et étant un grand département agricole dans une grande région agricole, on pense qu'il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être menées et de pouvoir aider au développement d'une filière française de la méthanisation. Alors je ne dis pas que tout va être construit en France demain, mais qu'au moins ce qui se fait en Allemagne ou ce qui se fait en Hollande, les gens viennent s'implanter dans notre département, dans nos régions, pour effectivement créer de la valeur ajoutée encore plus au niveau local. Je crois que c'est un point important. Alors, avant de vous interroger sur, selon vous, les bons moyens pour développer cette filière en France, un chiffre, en 2008, l'association allemande sur le biogaz estimait que 20% des besoins en gaz naturel de l'Allemagne seraient couverts par le biogaz en 2020. Donc ça, c'est une prévision il y a déjà 5 ans. Et qu'en 2030, le biogaz remplacerait tout le gaz importé de Russie par l'Allemagne. Ça fixe un petit peu les idées. Alors, c'est peut-être une projection très optimiste. En tout cas, les Allemands sont très en pointe. Il y a, je crois, plus de 7500 installations en France. Selon vous, quel type de projet, pour justement ne pas faire d'opposition systématique ou je dirais de l'apologie de nos amis allemands, quel type de projet à la française peuvent se développer en France? Comment peuvent-ils être pérennes? Je veux parler bien sûr de l'association de différents gisements, de la problématique des digestats, du financement et du retour sur investissement des installations. Qui veut prendre la parole? Je vais juste commencer pour revenir sur un point. Comme l'a dit très justement Antoine, le procédé de méthanisation est connu historiquement, on a eu d'autres expériences. C'est vrai que dans les facteurs qui soutiennent ce développement en France, qui est relativement récent, ça illustre justement cette spécificité française, puisque un des facteurs au-delà des tarifs de rachat de l'énergie, c'est la loi sur les biodéchets depuis début 2012 qui va obliger les producteurs de déchets organiques à recycler à travers la méthanisation sous peine d'augmentation de la TGAP leurs déchets organiques. Et ça illustre finalement la spécificité, une des spécificités du modèle français, c'est qu'on a un modèle multi-intrant et un modèle déchets, à l'inverse d'un modèle allemand qui s'est historiquement basé sur du maïs d'ensillage et donc quelque part sur de la culture énergétique, même s'il y a un retour de balancier. Donc on est dans une logique... Vous expliquez effectivement ce décalage entre une culture énergétique intensive du côté de l'Allemagne qui a facilité les choses parce qu'on occupe des terres agricoles pour faire du biogaz, et puis nous qui avons plutôt une vision
on va dire, mutualiste des choses, avec toutes les problématiques que ça pose en termes de réglementation et même d'impact sanitaire et d'autorisation sanitaire. C'est ça un petit peu le débat. En tout cas, sans simplifier outre mesure entre les Allemands et les Français, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la méthanisation française, sa spécificité, c'est d'être une méthanisation multi-intrants, ouais. et donc d'avoir une logique de recyclage des déchets. Il faut bien comprendre, on parle de production d'énergie. Avant tout, la méthanisation territoriale sert à solvabiliser un problème de traitement des déchets organiques à travers ce modèle. Antoine Jacob, sans pour autant exclure définitivement la culture énergétique. On peut aussi imaginer qu'elle fasse partie d'un des intrants pour le biogaz. Oui, alors les cultures énergétiques, ça fait peur effectivement parce qu'on a le sentiment que ça rentre en compétition avec des cultures alimentaires. Et bien évidemment, la priorité, c'est quand même de nourrir les populations et pas de faire d'énergie à travers les surfaces agricoles utiles françaises, bien sûr. Donc il faut faire très attention à ça. La France et l'État français ne souhaitent pas s'engager dans la même filière que la voie allemande. Maintenant, il ne faut pas non plus être complètement extrémiste et exclure complètement le fait de pouvoir cultiver à des fins énergétiques. Alors, le schéma dans lequel on souhaite nous se positionner, c'est de raisonner vraiment sur ce qu'on appelle les intercultures, c'est-à-dire que si vous voulez, entre deux cultures, vous pouvez très bien implanter sur des cultures d'hiver ou des cultures d'été, des cultures intermédiaires qui seront des cultures qui seront dites immatures, c'est-à-dire récoltées avant leur maturité complète, mais qui offrent des productibilités potentielles à l'hectare qui sont assez intéressantes. On parle de 6 à 10 tonnes de matière sèche à l'hectare. Donc c'est moins qu'une culture qui arriverait au bout, mais ce sont des cultures qui peuvent être récoltées et donc du coup méthanisées sans venir prendre sur des surfaces agricoles qui sont d'autre part utilisées sur les cultures principales. Voilà. Donc ça c'est le schéma sur lequel nous on souhaiterait pouvoir travailler fortement. Donc il y a des études qui sont en cours par rapport à ça. Hein. Il y a Arvalis notamment avec Solagro, enfin un certain nombre de bureaux d'études qui ont regardé ça de près, qui regardent les impacts que ça a de faire des intercultures par rapport notamment à l'utilisation de l'eau évidemment, voir si ça empêche les cultures qui seront en aval de se développer correctement, etc. Donc il y a un certain schéma qu'il faut reconstituer en France de façon à pouvoir effectivement avoir une filière pérenne qui serait différente de celle de l'Allemagne, mais qui permettrait quand même d'avoir accès à une ressource complémentaire aux ressources de l'élevage qui permet de pérenniser les systèmes. Voilà. Nicolas Juillet, qu'est-ce que vous faites chez vous au CEDA ? Alors, le SDEDA, c'est le syndicat d'élimination des déchets ménagers. Donc là, c'est pour ça que je vous disais, dans le schéma, où on est dans un schéma un petit peu différent, c'est que la filière, je dirais, française, telle qu'elle est issue de l'agriculture, est quand même complètement différente de la filière déchets. Donc sur la filière déchets, au niveau du syndicat départemental, on est amené à chercher des moyens, je dirais, de traitement des déchets nouveaux, puisqu'on a dans le département encore 2 centres d'enfouissement technique dans lesquels on récupère le biogaz d'ailleurs, quand même. Donc c'est pas simplement quelque chose, un trou où on met les déchets, mais on est aujourd'hui en train de réfléchir sur un système de traitement, je dirais, plus innovant. Et donc aujourd'hui, il y a plusieurs systèmes. C'est ou de la valorisation énergétique directe, donc type incinération, chaleur, cogénération, ou éventuellement tri à la source par rapport aux éléments organiques. Mais ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que dans des collectivités de petite taille, le tri à la source des éléments organiques est compliqué à mettre en place, très clairement. Oui, alors ça c'est c'est un autre problème, c'est effectivement l'échelle, le périmètre du syndicat. Il faut quand même déjà un certain nombre certain volume pour arriver à monter des installations. Peut-être on peut aborder maintenant et passer à une autre étape de notre discussion des projets exemplaires qui existent en France et bien expliquer quels sont justement les intrants qui sont utilisés. Pour moi, le projet type exemplaire, c'est un projet multipartenarial, déjà pour commencer, c'est-à-dire qui intègre dans le projet le monde agricole, bien évidemment, puisqu'on vient d'en parler, hein, une des grandes ressources, c'est le milieu agricole, donc il ne s'agit pas de faire des projets en dehors de ce milieu agricole, pour plein de raisons dont on parlera sans doute après. Donc ce projet-là, idéal, va mettre en relation des agriculteurs,
possiblement un développeur ou un industriel, enfin des gens qui ont la capacité à avoir une analyse et une expertise technique et qui vont savoir pérenniser l'installation sur la durée, et puis des financeurs, hein, c'est le triptyque des choses qui fonctionnent. Voilà, et donc en termes d'intrants, là aussi, il n'y a pas de règle. Ça dépend vraiment des territoires. C'est-à-dire que le projet idéal, c'est celui qui correspond à la problématique du territoire sur plein de points. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on développe maintenant. Oui, ou pas, oui, mais tout voilà. à fait. Donc, si vous voulez, on ne peut pas considérer qu'en Champagne et en Bretagne, par exemple, on va faire le même projet de méthanisation. Voilà. En Bretagne, on a affaire à des lisiers, à une zone en excédent structurel d'azote, donc qui considèrent la méthanisation comme étant un moyen de valoriser mieux cet azote. C'est pas un moyen de limiter l'azote, mais c'est un moyen de transformer l'azote et du coup de le devenir possiblement substituable aux engrais minéraux, qui sont par ailleurs importés en Bretagne. Hein. En Bretagne, on importe quasiment autant d'azote qu'on en produit. Simplement, c'est pas la même nature de l'azote. Et donc cet azote organique qui est en Bretagne du fait des déjections d'élevage, et dans la méthanisation est transformé, c'est-à-dire que l'azote qui est organique devient minéral et donc du coup assimilable par les plantes et donc peut substituer des engrais organiques, minéraux, pardon. Donc du coup, la méthanisation sert à ça. Et donc c'est un cas spécifique de la Bretagne. Il y a une installation, il y a plusieurs installations qui existent. Il y en a une qui existe depuis longtemps, qui fonctionne depuis quelques années, qui est vraiment sur ces schémas, hein, de traitement d'une pollution pour en faire une valeur agronomique. Donc voilà, ça c'est un schéma particulier de la Bretagne. En Champagne ou autre, hein, ou dans l'Aube, enfin voilà, vous allez avoir des cultures céréalières, vous allez avoir des zones dans lesquelles vous n'avez pas suffisamment de matière organique au sol. Donc du coup, il devient intéressant d'aller chercher par exemple des menus de paille ou des cultures intermédiaires, donc des matières plutôt sèches qui n'ont pas de valeur organique directe en épandage sur les sols, parce qu'il faut d'abord qu'elles soient dégradées avant d'être assimilées, qui passent par la case méthanisation. Et donc du coup, à travers ces installations de méthanisation, on va produire un digestat qui est reporté au sol, voilà, et qui vient substituer. Vous avez des installations agricoles dans ces zones-là qui viennent importer de la matière organique de Belgique ou d'ailleurs, par exemple. Voilà. Donc si on peut arriver à avoir des schémas de ce type-là qui correspondent vraiment au schéma du territoire, on est gagnant. Quelle place pour les déchets ménagers? Je crois que tout à l'heure... Déchets organiques, bien sûr. Ouais, je crois que tout à l'heure, Antoine en a parlé, oui. Ainsi que Nicolas, que ce soit sous la forme de tri en amont ou de tri mécano-biologique. Il y a sans doute une possibilité de rediriger une partie des déchets organiques. Je crois que plus globalement, la question que vous posez, on en a déjà parlé plusieurs fois avec Antoine, c'est que donc il n'y a pas de dogmatisme et de simplification, il ne s'agit pas d'opposer des filières, il ne s'agit pas d'opposer des tailles de projets. Donc si vous voulez, les déchets ménagers, pour autant qu'on puisse avoir un tri soit en amont, soit un tri mécano-biologique efficient et qu'on puisse récupérer la fraction fermentescible des ordures ménagères, c'est un sujet qu'on se doit de regarder sans a priori. Donc il n'y a pas de sujet. Une unité de méthanisation qui prendrait effectivement en compte les effluents d'élevage, qui prendrait en compte les sous-produits de l'industrie agroalimentaire et qui prendrait en compte les biodéchets d'une grosse collectivité, c'est là aussi un projet qui peut fonctionner. Je crois qu'en fait, pour reprendre ce que disait Antoine, en fait on est dans des... Ce que je disais au tout début, c'est qu'on est dans des logiques territoriales aujourd'hui. C'est pour ça qu'on explique souvent à des territoires. On est là avant tout pour résoudre un problème de déchets. Donc ce que vous décrivez là, c'est une situation qui peut se présenter, qui est idéale, en tout cas qui peut fonctionner. Complète, ouais. Enfin, surtout ce qu'il faut aussi, parce que là on élude aussi un sujet, c'est qu'il faut un porteur de projet. J'allais y venir. Qui va permettre à ce projet d'aller au bout, parce qu'on en a des projets très longs, trop longs. Qu'on va devoir financer. Donc le projet idéal, c'est le projet qui va au bout et qui est financé par une banque et un investisseur en fonds propres. Donc il n'y a pas de projet idéal sur le papier, il y a surtout un projet qui sort. Oui, alors parlons justement effectivement de la nécessité de faire émerger des fabricants, de l'ingénierie, enfin toute une communauté finalement qui va venir en accompagnement des collectivités locales par exemple ou d'associations d'agriculteurs. Parlons un petit peu de cet enjeu capital qui est en fait de créer une économie autour du biogaz. Disons que c'est un des enjeux. Il y a quand même les enjeux sont multiples et je pense qu'Antoine pourra aussi en donner un certain nombre.
et les illustrer. Sur la partie là, plus spécifiquement liée à la Biogaz Vallée, qui s'est donné pour ambition d'être un cluster qui va faire émerger une filière industrielle française, nous pensons effectivement qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de PME sur le sol français qui sont à même de fournir un certain nombre d'éléments sur l'unité de méthanisation. On parle d'ingénierie, on parle de pompes, de moteurs, d'épuration. De façon, comme l'a dit Nicolas, conserver une partie de la valeur ajoutée sur notre territoire. Donc c'est un enjeu important, comme il y a d'autres enjeux liés à la réglementation, à l'administratif, aux tarifs. C'est un des enjeux. Nous, on se concentre sur cette facette, mais c'est qu'une partie des enjeux de la filière. Et notamment, vous me disiez en préparant cette émission, de mettre un démonstrateur à disposition du marché, de certifier des formations pour les exploitants, enfin de monter en puissance. Parce qu'aujourd'hui, le sentiment qu'on a, que j'ai et que d'autres ont aussi, c'est que c'est assez hétérogène quand même. On n'a pas une filière qui est très structurée. Alors, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais... On a une filière en tout cas qui se structure fortement. Voilà. Donc et on donc est bien dans le cœur du sujet. le club biogaz de la T2E là, regroupe plus de 230 adhérents qui sont des adhérents professionnels, donc qui agissent sur ces filières avec plusieurs collèges. Il y a une dizaine de collèges, dont des collèges bureaux d'études, des collèges constructeurs, etc. Voilà. Donc ce qui veut bien dire que quelque part en France, il y a possibilité de faire émerger vraiment ces filières techniques. Le problème, c'est que si vous voulez, pour que des installateurs ou des industriels se mettent sur ce créneau, il faut quasi sentent un marché plus rapide que ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire une lisibilité sur le développement des projets, le nombre de projets, etc., de façon à pouvoir adapter des systèmes existants aux spécificités de la méthanisation. Si vous voulez, la méthanisation, vous avez un méthaniseur, je ne veux pas simplifier trop le sujet, mais si vous voulez, vous avez un méthaniseur qui est fait en béton ou en acier, qui va faire quelques milliers de mètres cubes pour les plus gros, et puis autour de ça, tout un système de convoyage de produits, de pompes, d'échangeurs thermiques, voilà. Donc tout ça, enfin, je veux dire, tous ces éléments techniques-là, séparément, l'industrie française est complètement à même de la produire. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Donc après, par contre, il faut que cette industrie s'organise, il faut qu'il y ait des ensembliers qui viennent chercher tous ces éléments de façon à les mettre en œuvre correctement, et pour ça, il faut qu'il y ait un marché. Alors ce marché, il émerge, clairement, il y a beaucoup de projets, il y en a qui se réalisent, il y en a qui prennent du temps, et donc derrière, il y a un secteur industriel qui est en attente, un petit peu aussi, de voir s'il faut vraiment mettre des billes là-dedans. Voilà. Concrètement, c'est ça le souci. Donc nous, notre objet, c'est de pérenniser la filière pour permettre d'asseoir justement une vraie activité industrielle et derrière à la clé des emplois, parce que c'est ça aussi qui est en jeu. Il n'y a aucune raison qu'on passe à côté de cette filière émergente en France au niveau industriel. Il faut absolument concrétiser tout ça. Et après on parlera des aspects un peu économiques de la filière et de ses blocages pour voir comment on peut libérer tout ça. Mais il y a l'énergie du territoire et l'énergie industrielle est libérée. Alors on peut, si vous voulez bien, parler justement des problèmes d'argent, puisque c'est toujours vers ça qu'on revient. Effectivement, un marché émergent, donc assez peu de visibilité pour les industriels pour l'instant. Pour les financeurs, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'ils sont très timorés. Et j'ai des exemples en tête, mais aussi bien à petit niveau, sur des petits territoires où il y a des projets qui se lancent et puis à l'arrivée, les banques ne suivent pas. Et finalement, c'est les agriculteurs qui se portent caution des prêts pour faire leur business model. Bon, alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les pouvoirs publics s'y mettent. Il y a quand même la banque publique d'investissement. Il y a des choses qui existent quand même ou même les institutions, les collectivités territoriales. Qui doit donner le là? Je crois qu'effectivement, la Banque publique pour l'investissement est un élément important dans ce genre de projet. Mais je crois qu'il faut aussi que les porteurs de projets, et ce qui a été dit tout à l'heure est très important, c'est qu'il faut que les porteurs de projets soient conscients que leur projet est rentable. Il faut qu'ils aient bâti leur projet sur un projet de rentabilité. Parce que aller voir des investisseurs en leur disant on n'est pas tout à fait sûr que le projet est rentable, vous êtes sûr que vous ne serez jamais financé. Et je crois que l'intérêt des différentes associations et de structuration de la filière française, c'est effectivement d'apporter la preuve que la filière peut être rentable au niveau des investisseurs. Et donc là, à ce moment-là, on sent aujourd'hui qu'il y a quand même un certain nombre de banquiers qui sont quand même intéressés, et c'est leur métier, je le rappelle, enfin, que les collectivités aident à accompagner, pourquoi pas, mais c'est pas quand même le métier des collectivités de financer ce genre d'opération. Les investisseurs et les banquiers doivent le faire. Par contre, c'est clair qu'au niveau des collectivités, il y a quand même un partenariat qui peut être mené, puisqu'on l'a dit, ça peut permettre de traiter l'ensemble des déchets organiques
des collectivités, mais ça peut aussi permettre de produire de l'énergie pour les collectivités dans des réseaux de chauffage, dans des équipements publics et dans des piscines. Et je crois que là, effectivement, la collectivité peut être aussi le déclencheur et l'apporteur premier dans ce type de dossier, bien entendu avec les agriculteurs et les professionnels du secteur. Parce que moi, ce que je crois beaucoup dans ce type de dossier, c'est que la première partie de l'investissement, il faut qu'elle soit aussi locale, même si on a besoin de fonds extérieurs. Ne serait-ce qu'au niveau des études, par exemple. Voilà, et que sur les études, sur le démarrage des opérations, il faut quand même qu'il y ait un investissement local. Parce que d'aller réclamer de l'argent à l'extérieur, si on n'y croit tout juste pas soi-même, ça ne va pas être un modèle de développement intéressant. Donc je crois que ça, c'est quand même un point important sur lequel on peut travailler tous ensemble dans ce cadre-là pour développer. Et puis après, il y a effectivement des investisseurs qui commencent à s'intéresser sérieusement à cette filière. Lionel. Juste, oui, je crois qu'il faut remettre également en perspective la faible émergence qu'on peut constater. Il faut la mettre en perspective. Les tarifs de rachat méthanisation, finalement, la première vague date de juillet 2006, qui a permis de solvabiliser cette filière. Donc finalement, si on remet en perspective, juillet 2006, le temps que chacun s'adapte à ces nouveaux tarifs, lance des projets, vous vous retrouvez sur 2007-2008. Un projet, ça dure 4, 5, 6 ans. En fait, là, ce dont on parle aujourd'hui, c'est la première vague de projets qui date de ces premiers tarifs de 2006. Donc en fait, ces premiers projets sortent de terre, on s'en félicite. Les investisseurs vont appréhender et vont construire, ces projets et construire leur coût d'expérience. Donc le meilleur outil marketing de cette filière, c'est des outils qui tournent, qui fonctionnent avec des retours d'expérience positifs. Et ce sera, à mon sens, la meilleure façon de convaincre investisseurs et banquiers. Mais finalement, ce retard n'est pas complètement illogique au vu de l'agenda que je vous donnais à l'instant. Oui, alors après, il y a la question de la pérennité des installations. C'est-à-dire quand on s'engage sur une installation méthanisation, il faut s'engager sur le long terme. Ça, c'est aussi une condition première. Ah ben bien sûr, les tarifs aujourd'hui qu'on le mérite d'exister garantissent l'achat d'énergie. On peut les rappeler, ces tarifs de rachat ? Oui, alors pour l'électricité, alors ils sont fonction de la taille de l'installation. Voilà, c'est ce qu'on déplore un petit peu. Nous, donc pour l'électricité, on est entre 150 € à 210 € du mégawattheure. Pour le gaz, on est autour de 80 ou un peu plus, entre 80 et 100 pour le gaz au mégawattheure injecté dans les réseaux de gaz. Voilà. Ces tarifs-là, les contrats de vente d'énergie sont signés pour 15 ans. Bon, ce qui est déjà très bien. Hein. Enfin, il n'y a pas beaucoup de secteurs industriels dans lesquels on est sûr d'avoir un contrat pendant 15 ans. Voilà. Après, effectivement, il faut savoir produire et garantir l'injection de l'énergie. Sinon, bien évidemment, c'est pas efficace. Donc, il faut effectivement pérenniser ce qu'on va mettre à l'intérieur, la ressource locale. C'est la raison pour laquelle il faut sans doute avoir une multiplicité d'intrants et pouvoir, encore une fois, pouvoir se sécuriser sur un intrant pérenne. Donc, par nature plutôt agricole qu'industrielle. Les déchets organiques industriels ont le mérite d'avoir souvent des bonnes capacités méthanogènes, beaucoup plus que par exemple une tonne de fumier. Ça c'est une qualité. L'autre qualité, c'est que les industriels ont été confrontés à des problématiques de coûts de traitement. Tant que c'était des déchets, il y avait des coûts de traitement. Donc, ça veut dire pour les installations des redevances potentielles. Voilà. Maintenant, à prendre avec précaution, puisque ces redevances sont dépendantes complètement de la concurrence qu'il peut y avoir sur le territoire entre méthanisation. Et à partir du moment où ces déchets sont valorisés, c'est plus des déchets, ça devient des ressources. C'est la même logique qu'il y a eu sur le bois énergie il y a 20 ans. Il y a 20 ou 30 ans, vous alliez voir une scierie et vous alliez voir si vous pouviez capter les déchets de scierie en bois. Vous étiez accueillis à bras ouverts parce que pour eux, ça représentait des coûts. Voilà. Aujourd'hui, avoir des déchets de scierie à moins de 20 € du mégawattheure, ça commence à devenir difficile. Donc c'est devenu un carburant. Voilà. Donc les déchets industriels et agroalimentaires, on n'en est pas encore tout à fait là, mais quand même, il y a quand même une prise de conscience du fait qu'avec ça on va produire de l'énergie, donc pourquoi payer pour ça, voilà, et pourquoi pas éventuellement le vendre même. Voilà. Donc c'est ça la problématique des projets qui se montent sur 15 ans, c'est qu'à un moment donné vous montez un projet sur une base économique avec des redevances qui sont ce qu'elles sont. Les industriels, et c'est normal, ne savent pas s'engager sur 15 ans pour traiter leurs déchets parce qu'ils sont dans un système concurrentiel, donc ils ne vont pas commencer à s'engager autant que ça. Donc vous avez des contrats qui sont pas durables, enfin en tout cas pas sur une grande durée, ils sont reconductibles mais
voilà, vous n'avez pas d'assurance. Et puis après, vous n'êtes pas, voilà, malheureusement, le cas de la Bretagne avec un certain nombre d'industriels de l'agroalimentaire qui ont des problèmes font qu'à un moment donné, vous pouvez aussi en avoir moins. C'est aussi à ça que je faisais allusion. allusion. Voire plus du tout. Voilà. Donc, les déchets industriels agroalimentaires, il faut les intégrer sans doute dans les schémas, parce qu'on parle de schémas territoriaux. Donc, bien sûr, il faut intégrer ces déchets-là, au même titre que d'ailleurs les déchets des collectivités territoriales, les tonnes de pelouse, etc. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire, mais il faut être prudent. Voilà. Donc, il faut avoir une bonne stabilité de production garantie pour se permettre de prendre d'autres produits qui ne sont pas à la marge, mais enfin, dont le projet ne dépend pas complètement, sans doute. Lionel Lemot, le porteur de projet, généralement, c'est qui ? Le porteur de projet, c'est une denrée rare. Un porteur de projet qui va jusqu'au bout sur un projet de 5 ans, il ne faut pas qu'il se fatigue, il faut qu'il ait confiance, qu'il puisse accompagner le projet. Donc le porteur de projet, ça peut être un agriculteur, ça peut être un industriel d'agroalimentaire. Souvent, peut-être, on travaille actuellement sur un projet avec une PME. Ça va être une personne qui va incarner le projet, pas forcément qui va être le seul financeur, puisque faut rappeler quand même les équilibres. Un projet d'1 mégawatt électrique qui va représenter une 30-40 000 tonnes de déchets, ça représente 6, 7, 8 millions d'euros d'investissement. Donc si on ramène ça à la partie fonds propres, c'est des montants qui sont très conséquents. Mais le porteur de projet, c'est surtout quelqu'un qui va incarner ce projet, encore une fois, y compris territorialement, aux yeux de l'environnement. Ça peut être plusieurs porteurs de projet. Il peut y avoir plusieurs agriculteurs, il peut y avoir un agriculteur, un industriel agroalimentaire, et ensuite il va y avoir également un développeur de projet qui va incarner ce projet également. Développeurs, il y a un certain nombre de développeurs en France, développeurs qui va ou pas financer. C'est une des difficultés, c'est de se trouver suffisamment en amont les moyens de financer ensuite la phase construction, parce que une fois que vous avez passé les 50 développements, c'est que la première partie du marathon, parce qu'ensuite il faut construire. Il faut surtout trouver le financement pour construire. Et justement, vous dans Biogaz Vallée, vous avez pour l'instant, enfin, je ne sais pas si c'est officiel ou pas, mais en tout cas, l'intention ou la démarche en cours de vous associer à un fonds capital risque, à des gens qui seraient prêts à dire non pas oui et à signer les yeux fermés, mais en tout cas qui rentreraient également dans la boucle. Alors pas sur le financement des projets, parce que là le financement des projets c'est du ressort des acteurs qu'on vient de décrire. Non, la démarche qu'on a eue et qu'on est en train de mener à son terme, c'est plutôt de trouver un fonds de capital investissement qui serait intéressé pour investir dans les PME qu'a évoqué tout à l'heure Antoine, c'est-à-dire des bureaux d'études, de l'ingénierie, enfin D'accord, pour développer effectivement tout. Donc là on parle plutôt de PME, fournisseurs de produits et services à destination de la filière pour les porteurs de projets. Il y a d'autres acteurs qui vont venir financer l'infrastructure et le projet. C'est un autre sujet. Un mot aussi de l'injection du biogaz épuré dans le réseau. C'est des choses qui se font un peu partout et qui chez nous n'existent pas réellement. Enfin, il y a l'exemple du CVO de Lille, je crois, qui dans le réseau. Alors là, c'était dans le réseau d'autobus pour faire circuler son parc de bus. On en est où sur ce sujet-là ? Aujourd'hui, il y a déjà au moins 3 installations qui fonctionnent et qui injectent dans les réseaux. Le cas de Lille est particulier parce qu'effectivement, ce n'est pas une injection au réseau pour l'instant, c'est plutôt l'alimentation du réseau de bus. Voilà. On parle du même gaz, c'est du gaz épuré, c'est du gaz naturel pour véhicules, du GNV. Dans l'injection, ça devient une réalité en France, puisque il y a des tarifs qui permettent d'injecter. Donc avant, il faut épurer le gaz, il faut le comprimer à la hauteur de la pression du réseau. Donc quand vous êtes sur des réseaux de distribution, vous êtes sur des réseaux à 6 bars, et quand vous êtes sur des réseaux de pression, c'est plutôt 50 bars. Voilà. Donc, les questions sanitaires ont été réglées, je crois. Aujourd'hui, il y a des normes très claires sur le biogaz injecté qui résolvent effectivement ces problématiques sanitaires. Alors après, je ne sais pas quelles sont vraiment les problématiques sanitaires dont on parle, mais non, aujourd'hui, il n'y a pas de question par rapport à ça. Voilà, il y a un cahier des charges, on sait épurer du gaz à la hauteur de ce qu'il y a dans les réseaux et on sait l'injecter. Et les opérateurs de réseau, GRDF et GRT Gaz, sont très intéressés par cette ressource nationale, si vous voulez, parce que aujourd'hui, on a développé en France un maillage de réseau très important. On est, tout le monde le sait, depuis qu'il n'y a plus de gaz à lac, assez tributaire des importations. Et donc d'avoir une ressource locale biologique qui puisse sur l'ensemble du territoire permettre des injections dans les réseaux, bien évidemment ça intéresse les gestionnaires de réseau. Et eux à terme ils y voient une contribution importante au gaz distribué dans les réseaux justement. Voilà, donc oui c'est possible et il y en a déjà, heureusement. Voilà.
Nicolas Juillet, vous venez d'intégrer le Conseil national de la transition énergétique, le CNTE. Bien sûr, j'imagine que la question du biogaz fait partie de vos discussions. Quelle place ça tient dans les discussions et quelle place ça tient dans la transition, sur la question de la transition énergétique? Je crois qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics et le gouvernement en particulier veulent faire une grande place au biogaz dans la transition énergétique en France, comme l'ensemble des énergies renouvelables, pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au gaz aujourd'hui qui est importé. Le fait, c'est de dire on doit pouvoir aussi avoir une certaine indépendance énergétique en France dans ce domaine-là. Donc je crois qu'aujourd'hui, toute la production énergétique, mais en particulier du biogaz, va avoir de beaux jours devant elle pour effectivement nous apporter une certaine indépendance énergétique et aussi au niveau des prix pouvoir peut-être rester sur des schémas moins inflationnistes ou moins qui bougeraient moins avec la problématique de développement économique local. Alors ça c'est pour le gaz, mais c'est aussi vrai pour l'électricité. Puis je crois qu'il y a un point aussi, à partir du moment où on produit l'électricité, c'est qu'il y a de la chaleur et que les réseaux de chaleur sont aussi un point important pour les collectivités, pour les bailleurs sociaux ou pour du développement économique, type serre ou autres derrière, qui peuvent aussi aujourd'hui bénéficier d'un certain nombre de points. Donc je crois qu'aujourd'hui, les choix, et on le voit dans tout ce qui est fait, la transition énergétique et l'indépendance énergétique, il y a deux facteurs. Il y a les économies d'énergie par les meilleures isolations, et puis il y a la production d'énergie plus renouvelable dans nos secteurs et dans nos campagnes. Je crois que ça, c'est les deux points qui sont aujourd'hui, et quels que soient les gouvernements en place, qui sont des points importants pour l'avenir en France. Lionel Lemot, en guise de conclusion, l'approche territoriale, c'est l'approche la plus efficace? C'est la discussion qu'on avait avec Antoine tout à l'heure. L'approche la plus efficace, c'est celle qui fonctionne, qui va au bout. Donc l'approche territoriale, ça dépend ce qu'on met sous ce vocable. C'est-à-dire que nous, on veut pas opposer une méthanisation territoriale sur les tailles que je vous ai décrites et de la méthanisation à la ferme. La méthanisation qui fonctionne, c'est celle, les éléments qu'on a repris, le bon porteur de projet, la bonne solution sur le territoire ou sur l'endroit donné pour traiter les déchets, et un modèle économique, comme l'a dit Nicolas, qui permet de satisfaire et les apporteurs de fonds propres et les créanciers, enfin les banques. Donc il n'y a pas de... Nous ne considérons pas qu'il y a un type de modèle de méthanisation qui est meilleur que l'autre. Eh bien écoutez, on a appris de votre part que finalement vous aviez une filière. Vous voulez dire encore un mot? Oui, allez-y. Oui, non, on a abordé beaucoup la filière à travers ses aspects énergétiques. On n'a pas beaucoup parlé de la production d'engrais. Et je crois que c'est un élément essentiel quand même à rajouter. Parce que la filière aussi, y compris la filière économique d'ailleurs, va être sous-tendue par notre capacité à valoriser correctement le digestat et le transformer en engrais, le transformer en produit. Voilà, pour l'instant, on a des problématiques un petit peu réglementaires à résoudre par rapport à ça. Aujourd'hui, le digestat, c'est considéré comme un déchet. Donc, est forcément valorisé à travers un plan d'épandage. Et donc, ne pas rentrer dans des circuits commerciaux, y compris courts, parce qu'il faut que ça reste quand même des éléments qui reviennent autour des projets quand il y en a besoin en tout cas. Donc il faut vraiment que l'on évolue également sur les problématiques de normalisation du digestat, la façon d'homologuer aussi un certain nombre de digestats pour en faire des produits. Et ça c'est un élément important aussi parce que la vertu de la méthanisation c'est quand même de vraiment valoriser la matière organique en énergie par rapport à ce qui aurait été polluant, et d'autre part de vraiment valoriser les matières fertilisantes et les matières organiques, le retour au sol. C'est un élément important. Sur le digestat, on a fait des progrès, enfin il y a eu des avancées récemment là, sur la normalisation. Alors sur la normalisation, pas complètement. On attend, il y a 3 ou 4 dossiers en homologation aujourd'hui au ministère. On nous dit qu'ils vont être traités rapidement, donc on attend. Voilà, on espère avoir la bonne surprise d'avoir des homologations d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'on entend dire au niveau des ministères. Et je crois que c'est un élément extrêmement important pour la filière. Voilà. Voilà donc une filière qui est en train de se structurer, disais-je, et qui dépend bien évidemment, comme d'habitude, des financeurs, de ceux qui mettent des billes, comme vous disiez. Mais en tout cas, une filière qui nous apparaît comme très dynamique, avec pour la France une opportunité assez unique de franchir un pas, de franchir une étape et de rentrer de plein pied dans la transition énergétique et dans un mix énergétique qui soit beaucoup plus équilibré. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. On va se quitter, on se retrouvera dans quelques instants ici même sur le plateau de TV de Polytech Horizon.